Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir chez CryptoSquare, qui nous accueille gracieusement. CryptoSquare, qu'est-ce que c'est ? En vrai, on va laisser à Julien et à Edouard le soin de l'expliquer, mais pour résumer, je vais dire que c'est un hub Web3 à Bruxelles. Alors, non, mais déjà, on voulait vous remercier et vous dire bonjour aussi. Bonjour Naïm et bonjour Alan. Merci, bonjour. Merci de nous recevoir et merci d'être chez nous aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de vous voir. On vous connaît déjà depuis un petit moment, mais pouvoir échanger avec vous aujourd'hui, c'est un plus. Epoch, qu'est-ce que c'est ? Si vous le découvrez aujourd'hui, c'est un podcast qui parle d'actualité sur la blockchain, mais pas que. Dans le dernier épisode notamment, on a eu le plaisir avec Alan d'accueillir Senamo, un rappeur belge qui n'avait que très peu de connaissances sur la blockchain finalement, et donc ça a donné un épisode super cool où on a vulgarisé un maximum nos propos. On est déjà au 5e épisode de Epoch. Est-ce que vous savez ce que veut dire le terme ? Moi, je le Epoch ? savais pas avant qu'ils me le disent. J'imagine que ça vient de la blockchain. Ça vient de la blockchain. J'imagine que ça vient d'Ethereum. Ça vient d'Ethereum, mais ça a été étendu à toutes les blockchains. Et donc, ça représente en fait un nombre donné de blocs qui est déterminé par la blockchain, qui représente donc un laps de temps. Donc, c'est le 5e épisode. L'objectif, je vais le rappeler bien sûr, c'est pas de vous dire quel token acheter, qu'est-ce qui va vous faire faire x1000 votre portefeuille. Non, on est bien loin de là. On est vraiment là pour parler des actualités et de la technologie. Sans plus tarder, on va direct commencer par le marché. Depuis le 17 décembre, et vous savez quel prix est-ce qu'on a atteint le 17 décembre ? Non, mais on est descendu en dessous des 90 il y a quelques jours. Donc, le 17, c'était la TH. C'était 108. On est monté à 108 000 $ et depuis, on range. Moi, ce qui me plaît fort dans cette configuration de marché actuel, c'est que le sentiment est vraiment en train de se reset et de revenir vers des zones beaucoup plus neutres sans que les prix, je trouve, corrigent proportionnellement à ce qu'on voit d'habitude dans le Fear and Greed. J'avais dit qu'on parlerait pas de prix, je commence par parler de prix. Mais c'est l'état du marché. Parce que tu as posé la question. Et puis, on parle du Bitcoin, donc pour l'instant, on prend pas trop de risques. Le pump, il avait démarré quand on a appris évidemment que Trump allait devenir président, ce qui a ouvert la voie à plein de spéculations sur ce qu'il allait faire. Est-ce qu'il allait constituer une réserve de valeur ? Est-ce qu'il allait mettre à la tête de quels endroits ? Et donc maintenant, le marché réagit principalement à ça. Comme je l'ai déjà dit, moi, j'ai aucune... je fais vraiment pas d'analyse technique. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les fondamentaux. Et c'est aussi pour ça que je fais cette émission où on parle plus de technologie et des actualités que de vous montrer des chartes. Et sur les fondamentaux, justement, qu'est-ce que tu penses de la partie cycle ? On voit un peu sur les courbes que les cycles ont tendance à se répercuter de cycle en cycle, avec des durées assez similaires. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense qu'en 2021, j'ai pas suivi mon plan et je pense que cette année, je vais le suivre. Donc, je suis calé sur ces cycles et j'ai une très forte conviction sur le fait que en mai, j'aurai plus grand-chose qui ne soit pas stable et en novembre, j'aurai probablement plus rien. Donc, je crois très fort en ces cycles. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va avoir des cycles aussi volatiles ? Ouais, avec des si grandes différences. Et on va en parler justement, mais tout ce qui est en train d'être mis en place, beaucoup de gens voient ça d'un œil. C'est super cool, ça va amener plein de cash dans la crypto, etc. Effectivement. Mais il y a aussi tout un pan régulation qui me fait dire que peut-être que ça va être beaucoup plus contrôlé comme montée et beaucoup moins faramineux. On le voit déjà un peu aujourd'hui. Il y a la volatilité comme il y avait à l'époque. C'est plus light, quoi. Mais moi, pour répondre à ta question, pour la correction, moi, je pense que... Parce que moi, je suis très dans le smart money concept, quoi. Donc, les big whales, etc., ceux qui ont vraiment le cash, enfin, l'argent en tout cas, qui ramènent et qui ressortent l'argent un peu comme ils veulent, vu qu'ils ont une grosse part de marché, quoi. Je pense que le côté élection de Trump, au départ, il a été élu, mais il n'est pas encore président. Ça a spéculé, ça a mis pas mal de feu aux poudres, on va dire ça comme ça. Ça s'est emballé, les prix s'enflamment. Moi, je pense que maintenant, la correction, elle est
contrôlée et maîtrisée par les gros portefeuilles avant que Trump soit effectivement président, quoi. La remontada d'hier, elle est due à l'Italie qui a acheté du BTC ou... Je crois que c'est tous les facteurs ensemble en fait. Donc, est-ce que c'est vraiment juste le fait que cette banque italienne ait fait un premier test de 1 million en se disant ok, on va acheter du BTC et comme ça, si nos clients fortunés veulent ce type d'actifs, ils pourront avoir ce type d'actifs. Je pense pas que ça suffit parce que c'est que 1 million. Donc. Ouais, ils vont rien faire avec ça. Non, c'est rien du tout par rapport à cette masse-là, évidemment. Mais moi, je trouve que c'est quand même bizarre que quand tu vois ça, donc Trump, élection, ça pump. Ensuite, un peu vide, en attendant qu'il soit président. Là, ça descend. À mon avis, ça vend pas mal du côté des BlackRock et de ces genres de trucs-là. Enfin, je dis BlackRock pour montrer un peu la masse monétaire engagée, quoi. Et là, le MiCA, l'Europe qui met en place réellement donc, ce truc-là, tout commence à être régulé parce qu'on sait que les États-Unis contrôlent un peu tout ça aussi. Tu vois, tout ce truc-là. Et puis l'Italie maintenant, en tout cas une banque italienne qui commence à proposer ce genre de choses-là. Donc tout ça me paraît quand même, c'est pas que du hasard, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression que tout ça est un peu pas contrôlé en mode je deviens parano ou quoi, mais c'est logique que tout ça se passe, quoi. Est-ce que vous savez ce que c'est que le fonds inaugural de l'investiture de Trump? En gros, on va le franciser direct parce que je cherche le nom en anglais. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Vous n'en avez pas entendu parler Peut-être les achats qu'ils veulent faire pour les États-Unis, mais c'est peut-être pas ça. Alors non, en fait, c'est assez particulier, je trouve, pour nous, Européens, de concevoir ça. Mais en fait, aux États-Unis, quand un président est élu, l'investiture, donc les cérémonies qui sont liées à l'investiture, les parades, etc., tout ça, c'est financé par des donateurs. Et donc, pour vous faire une idée, pour faire un petit récap, en 2009, Barack Obama, il a récolté 53 millions de dollars. Il faut savoir qu'à l'époque, le montant des donations était capé et que les entreprises et les lobbyistes avaient interdiction de participer. Donc, c'est 53 millions qui ont été levés sur monsieur et madame tout le monde. En 2013, quand il est revenu, quand il a regagné, il a récolté que 43 millions. J'imagine que j'ai pas l'explication, mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'à ce moment-là, la limite de donation avait été augmentée et les lobbyistes et les entreprises pouvaient mettre cette fois. Donc c'était déjà un premier changement. Et il a reçu 10 millions de moins. Ok. Ensuite, on a 2017 où Trump a gagné. Et là, combien il a levé à votre avis? Beaucoup plus, de fils. 60, 65 Une autre proposition? 150 millions. Oh, 107. Oh, 107. 107 millions. Directement, lui, il a dit les grandes entreprises fortunées. Il n'y a pas de problème. Donc, Boeing a donné 1 million. Chevron a donné 500 000 et j'imagine que tout le monde s'est donné à cœur joie. Et c'est des dons ou il y a quand même un truc... Non, c'est vraiment des dons. Donc c'est vraiment, moi je vais devenir président des États-Unis, j'ai besoin de vous pour c'est fou. Pour montrer ma grandeur et que voilà, donc donnez-moi vos sous. En 2013, Barack Obama, il avait dit non, je veux pas d'entreprise, donc a priori, il s'était mis un peu à l'abri de ça, mais bon, faut pas se leurrer. C'est des dirigeants d'entreprises qui ont été donnés de leur argent personnellement plutôt que des entreprises directement. Ensuite, Biden, en 2021, c'était un peu particulier. Il a levé que 61,8 millions. Je vous laisse deviner pourquoi. Il a pas de copains. Non, c'était le Covid. Donc tout se passait à la maison. C'était que des cérémonies en ligne et donc. Ouais, c'est ça. Donc c'était moins impactant. Voilà. Au moment de son investiture, si je me souviens bien, quand j'ai fait mes recherches, ils ont mis 2000 drapeaux américains par terre pour représenter les Américains qui pouvaient pas être là au moment de l'investiture et donc il a fait un discours devant 2000 drapeaux américains. On est en 2025 maintenant et donc ce fameux fonds dont je vous parle. Les scores sont explosés, c'est sûr. Alors une estimation pour Trump. 200 250 Non, un demi-milliard. Oh putain. Bon, alors du coup, c'est toi le plus proche. C'est 170 millions. Ah non, c'est toi qui as dit 200. Non, j'ai dit 200, 250. Ok, mais donc c'est 170 millions de dollars. Donc, il a explosé son record. Et cette fois, pour la première fois, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Bitcoin. Possibilité de payer avec de la crypto? Pas vraiment. Peut-être. Ça, je me suis pas intéressé sur les détails, mais Ripple a sorti le chéquier. Ouais. Ils ont mis 5 millions, je vais vous faire un peu j'ai un article de Decrypt ici qui me fait un petit listing et donc ils s'en sont tous donnés à cœur joie. Bon, évidemment, on n'en a pas parlé tout de suite, mais le but de ces donations, c'est évidemment d'être en bonne relation avec la présidence et d'espérer
d'avoir un maximum de... À mon avis, le président, quand il est là, il note bien les montants avec les sociétés, et puis quand il y a des décisions à prendre vis-à-vis, il est quantième. C'est bien, ça va chiller XRP. Ouais, ça, très dur. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent quand Trump va arriver, il va direct, enfin, les ETF sur Solana et XRP vont directement arriver. Et donc, j'ai vu un truc bien putaclic sur CoinMarketCap hier ou avant-hier, je l'ai partagé sur mon thread d'ailleurs. C'est est-ce qu'un investissement de $100 peut vous rapporter $55 000 grâce à Solana en 2025? Qui ose encore écrire ça? Ouais. Vraiment. Eh C'est ça bien, le premier problème. C'est ça, mais ça, c'est comment ça? C'est un sujet, quoi. C'est clairement ça le problème, quoi. C'est très problématique. Et ça, c'est une conclusion. Enfin, c'est quelque chose qu'on redit à chaque fois dans ces podcasts. C'est que le monde de la crypto, malheureusement, même si technologiquement c'est incroyable et ça apporte plein de perspectives vraiment magnifiques, ça reste la sauvagerie, le Far West. Et donc, c'est un marché où quand quelqu'un gagne, quelqu'un perd de l'autre côté. Et du coup, on joue là-dessus. Et ce genre d'article, malheureusement, s'il continue à être écrit, ça nous aide pas. C'est qu'il continue à être lu. Exactement. Mais c'est ça, en fait, c'est ça la réponse. C'est exactement. Et j'avais un autre exemple où je sors un peu du sujet, mais comme je passe beaucoup de temps pour préparer ce podcast sur les agrégateurs de news comme CoinMarketCap, CoinGecko ou même CryptoPanic, c'est mon préféré, mais bref, sur CoinMarketCap, il y a tous les 4-5 articles de presse donc, qui sont censés être CoinMarketCap. C'est quand même. Il faut savoir que ça appartient à Binance, ça a été racheté par Binance, donc c'est un gros acteur de l'écosystème crypto à qui il y a beaucoup de gens qui font confiance. Et bien sur ce site, leur agrégateur reprend les milliers de sites qui existent, tous les 3-4 articles, et il y a une pub pour une pre-sale qui a lieu en ce moment, qui est à la 27e phase, je crois, qui n'a aucun sens, qui n'avance pas, d'un token qui s'appelle QBTX. L'argument dans chaque article, c'est vous avez raté le x200 d'Ethereum, vous avez raté le x200 de Solana. Ne ratez pas la prévente de QBTX. Ouais, c'est fou, mais ça, c'est quelle régie publicitaire qui laisse passer ça? C'est Google? C'est qui? Parce que normalement, Google, ils n'acceptaient pas les pubs, peut-être ils acceptent maintenant. Je crois que c'est vraiment très interne à la crypto, parce que donc tu as ces sites qui sont probablement financés par QBTX, enfin pas ces sites, mais ces sites s'en cachent pas, ils font des articles sponsorisés, et au moins, à la fin de l'article, c'est écrit. Mais qui va jusqu'à la fin de l'article? Moi, personnellement, j'y vais, mais rares sont les gens qui s'arrêtent pas au titre, à la limite. Et donc, ces sociétés dépensent des frics fous tous les jours pour faire des faux articles qui vendent, soi-disant, les mérites de leur crypto qui va être révolutionnaire, qui va permettre de faire des retours incroyables. Et comme ces sites sont reconnus comme des sources par CoinMarketCap, il agrège les news, peu importe. Il y a même pas... Il devrait rajouter un filtre en plus par-dessus pour dire ok, mais comme il noie ça en plus dans Sol, ETH et Cubix, tu vois, pour vulgariser, en fait, je pense que je crois c'est dur à filtrer. Quoi. Ça va encore plus loin parce qu'il faut déjà vouloir aller lire des articles sur ce genre de site. Il faut être un minimum initié, mais ça sort aussi ces articles sur Binance. Bien sûr. Sur ta page d'accueil, ça sort. Donc le noob qui débarque, juste pour acheter, je ne sais pas quel Shiba Inu qu'il a vu chez un de ses copains, qui scrolle un peu, ce genre d'article, il les voit sur son Binance, et ça, c'est encore plus dangereux. À mort. Et la gestion des sources, ça va être le problème de demain. On voit avec l'intelligence artificielle, etc., c'est un vrai sujet de qu'est-ce qui est legit, pas legit. Et finalement, ce que tu es en train de raconter, c'est ni plus ni moins qu'une technique de scam qu'on retrouve en fait au quotidien, que tu sois sur Telegram où tu te fais pinguer sur des groupes qui sont legit par des gens qui ne le sont pas, sur Discord, là tu le dis sur effectivement CoinGecko, CoinMarketCap. Les gens sont très inventifs. Ouais, à mort. Mais comme tu dis, le fait que ça soit sur Binance et tout, c'est quand même une folie, quoi. Enfin, normalement, je sais pas, il faut vraiment faire quelque chose. Ils ont fait quelque chose que je viens de remarquer d'ailleurs. Si tu navigues sur ces sites et que tu choisis de copier du contenu, donc que tu sélectionnes du contenu, que tu le copies, au moment où tu fais copier, maintenant, si tu as copié un lien qui n'est pas vérifié, Binance va te prévenir au moment où tu
tu fais l'action de faire ton CTRL-C, tu vas avoir un petit pop-up qui va apparaître. Ils sont sympas. Ouais, ils sont super sympas. Ils vont dire, faites attention à ce que vous faites. Ils vont pas dire, n'allez pas sur ce site. Ils vont juste dire, nous n'avons rien vérifié. Donc, en fait, ils se dédouanent aussi. Ouais, puis ils ont surtout pas envie que les gens sortent de Binance pour aller ailleurs. Oui, aussi. Il faut qu'ils achètent, c'est tout. Ouais, c'est ça. En fait. On est vraiment dans un marché sauvage, une jungle. On le répétera jamais assez. Et ça, c'est un conseil d'investissement qu'on peut vous donner. Faites attention à vous. Alors, donc, on a Ripple qui a donné 5 millions. Je reviens sur les donateurs de Trump. Robinhood qui a donné 2 millions. Coinbase, je suis mort. 1 million. Il n'y a que eux, tout ça. L'écosystème est arrivé. Circle, 1 million. Kraken, 1 million. Hondo Finance aussi, donc ça là directement un token qui a donné 1 million et qui a tweeté. Tu penses qu'il s'appelle avant pour dire frère, combien tu donnes à mon avis, ils se sont dit ok, bon, Ripple a donné 5 millions. Bon. Ouais, mais en dessous d'1 million, tu as moins de visibilité après. Ouais, c'est ça. Pour négocier pour les procès, c'est un peu plus compliqué. Ouais, voilà, c'est ça. En parlant de procès, on voit que maintenant que ce cher Gensler est à la porte pendant 5 jours, il n'est plus à la tête de la SEC. Ouais, et lui, il spécule sur Bitcoin apparemment. Enfin, il dit que c'est rentable. Je l'ai lu aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, il a fait un truc hier. Ouais. Parce que moi, j'ai écouté son interview pour Bloomberg justement en préparant l'épisode et dedans, il disait oui, bon, moi je dis que parce qu'il sait pertinemment bien que là on le remplace et qu'on va mettre quelqu'un de pro-crypto à sa place. Ouais, c'est sûr. Et donc là, il est en train d'essayer de mettre un peu ses dernières mises en garde. Et il dit oui, donc là, il faudra vraiment faire attention sur le marché. Malgré tout, la plupart des projets vont mourir, etc. Donc j'étais pas... mais je l'ai lu genre ce matin, je crois. En vrai, il a pas tort. Mais avant, c'était Noé aussi, quoi. Ouais. C'est ça qui est différent. C'est qu'en fait, il peut pas arriver, il peut pas dire blanc et noir du jour au lendemain. Là, il pose ses cartes et tout. Et un jour, on va voir qu'il a acheté du Bitcoin. Toi, on en sait rien, mais... Si ça se trouve, il s'amuse déjà à le shorter, tu vois. Et à chaque fois, avant de faire un tweet, il se dit, ok, il ouvre Robinhood justement, il fait un short. Est-ce qu'il a assez de pouvoir pour le faire chuter le marché, augmenter le marché, lui? Oui. Peut-être. Ouais, tu crois? Oui. Enfin oui, de pouvoir, pas avec son propre portefeuille, je pense, mais non, il a assez de copains pour... Non, mais même lui, je pense que Gensler, c'était vraiment typiquement le genre de personnalité qui influence le marché avec un tweet, comme Elon ou comme avec la ou Fed, comme Trump. À l'époque, là, quand il avait tweeté sans faire exprès, ou on sait pas. Ah ouais. C'était quoi encore C'était quoi ce tweet d'ailleurs? C'était... Ah oui, voilà, les ETF Bitcoin vont être acceptés. Alors que c'était... Non, mais c'est une erreur, c'est un hack et tout. Bizarre quand même, bizarre. Pump and dump, ouais. Donc, ce fonds inaugural, maintenant, vous savez à quoi il sert. Donc, c'est vraiment strictement... Faire un meet-up. Voilà, c'est ça. On peut... Meet-up géant. Dans le Capitole, je le vois bien. Là. C'est comme j'avais vu Asher, l'influenceur crypto là en France, qui avait été invité à un dîner Bitcoin à l'époque. C'était genre il y a 6 mois ou un truc comme ça. À l'époque. Ouais, à l'époque. La crypto, ça va très vite. Ouais, hein, donc 6 mois, c'est vite 2 ans ailleurs. Hein. Ouais, c'est vrai, on n'a pas les images, mais moi j'ai plus de cheveux à cause de ça. C'est ça. Ouais. Ouais, ça va encore, mais j'ai plus de barbe d'ailleurs. J'ai pas compris non plus. Ah, ça c'est bizarre. Moi, je préfère les cheveux du coup. Mais enfin bref, on va pas. Mais donc du coup, il avait été invité à un meet-up de Trump et alors Trump faisait payer donc l'entrée et il faisait aussi payer les gens pour faire les photos, pour faire des photos et pour aller manger à sa table et les prix, gars. Donc maintenant que vous savez ce que c'est que le fonds inaugural, ce qu'il sert à faire, donc la cérémonie d'investiture, les parades, les balles d'investiture, aussi tout ce qui est événements annexes, parce que ça fait vraiment beaucoup d'argent. Donc, à un moment, des balles, ils te coûtent même avec la location de je ne sais pas quel lieu, les boissons pour tout le monde, la bouffe. Je pense qu'il y a encore du rap derrière. Donc, en général, ça sert à financer des événements annexes, du marketing, la logistique et, s'il reste encore des choses, des donations caritatives. Alors, bon, évidemment, on comprend pourquoi les donateurs donnent, hein, surtout maintenant que je vous ai dit un peu qui c'était. Bon, évidemment, dedans, il y a aussi Boeing, il y a aussi Tesla. Toutes les boîtes donnent en espérant nouer une bonne relation avec le président. Ce qui est intéressant avec ce qui est en train de se passer, et on va revenir encore un peu plus sur ce que Donald Trump est en train de faire à ce propos, c'est un partisan de la dérégulation. Ici, maintenant, avec Mika qui vient d'arriver, on est dans une régulation encore plus forte. Donc, voilà, mismatch. C'est intéressant de voir comment ça va se passer. Bon, voilà, là, on voit déjà que l'euro est en train de perdre de la valeur. Donc, est-ce que c'est une conséquence de ça? Moi, j'ai une autre question. Est-ce que Mika va faire un peu l'effet de l'Adopi
Adopi, c'était la loi contre les téléchargements illégaux. Ah oui, je pense que okay. c'était quelque chose comme ça. Ok. Plus personne n'en a jamais entendu vraiment parler. C'est jamais vraiment allé trop loin, je crois. Et malheureusement, quoique le piratage s'est un peu calmé, mais ça n'a pas empêché les gens de faire. Non, ça n'a pas empêché. En fait, c'est juste dans le contexte de Adopi, les entreprises qui gagnaient de l'argent grâce aux CD, aux films, etc. Mais ils ont réussi à magnifiquement s'adapter, quoi. Dans le sens, voilà, on fait des plateformes, on met des abonnements, et il a juste fallu le temps que le modèle switch. Ouais. Pendant un moment, ça a été dur, et les artistes disaient on va tous mourir, on va plus jamais avoir rien à manger parce qu'on nous vole tous nos trucs. Je me souviens que quand j'avais 14, 15, 16 ans, je passais mon temps à télécharger des trucs. Maintenant, pourquoi se casser la tête c'est fini, tu as des abonnements. J'ai mon Spotify, j'ai même plus besoin de mettre les trucs, donc. Est-ce que ça va avoir le même effet, Mika, sur la crypto ? Moi, je crois. L'être humain est comme ça aussi. Il s'adapte. Une fois qu'on casse quelque chose, ça s'adapte toujours d'une manière ou d'une autre. Et que ce soit de business ou de naturel, on va dire. Il y a toujours de l'argent à prendre quelque part, quoi. Tu vois ? Et donc, l'Europe, je pense qu'elle est obligée de mettre des règles, c'est sûr et certain, parce qu'on n'a pas l'habitude de quelqu'un comme Trump qui, lui, c'est YOLO. Faisons ce qu'on a envie de faire tant qu'il y a du pognon à se faire, quoi. Nous, on se comporte largement différemment. Après, je dis pas que c'est forcément une bonne chose, Mika, pour l'écosystème en soi. Je pense que ça va aussi le ralentir dans un premier temps parce que les gens doivent s'habituer, les gens doivent comprendre pourquoi, comment. Ok, je fais pas ça parce que l'État, ça c'est les règles du jeu, c'est comme ça. Mais à un moment donné, quand on va voir dans le monde que tout ça rapporte beaucoup d'argent et qu'il y a réellement de l'intérêt autour de ça dans le monde et que l'Europe va se rendre compte de ça, je crois que là, ça va s'adapter, quoi. Moi, je pense. Ça a toujours été comme ça en soi. La mécanique européenne de prise de décision est tellement complexe et il y a tellement d'intérêts qui se croisent et surtout de gens qui font des carrières et qui veulent pas en sortir, donc qui ont aucun intérêt, eux, à voir le système changer. Et du lobbying derrière. Ouais, c'est ça, bien sûr. En fait, on est ici dans un immobilisme où il y a tellement de couches et de trucs que je sais pas quand ça va changer, comment ça va changer, mais tout ce que je vois, c'est que les gens autour et les entreprises autour, eux continuent à s'intéresser à ça, en fait. Et donc, c'est intéressant. Je pense que personne ici peut prédire ou anticiper ce que ça va impliquer sur l'économie européenne, même si beaucoup de gens s'accordent à dire que ça va peut-être être un peu compliqué pendant un temps. Ça va être intéressant de suivre comment tout ça va se dérouler et comment va se traduire la dualité où on va déréguler au max aux États-Unis avec Trump qui arrive au pouvoir et ici avec des institutions qui sont vieillissantes et pas efficaces et qui changent pas assez vite. On va revenir un peu sur les États-Unis. Est-ce que vous savez qui va remplacer Gary Gensler ? Non. Je me souviens pas de son nom, mais on l'a vu passer. Exactement. Donc ce monsieur s'appelle Paul Atkins. C'est un monsieur qui a déjà travaillé à la SEC et qui a fondé, après son mandat à la SEC, donc en 2008, une société qui s'appelle Patomac Global Partners et qui en gros est pro-crypto, qui aide les entreprises à se mettre en règle par rapport aux régulations crypto, etc., etc. Donc c'est cette personne qui a déjà un pied dans l'écosystème, qui arrive à la tête de la SEC. Il y a un autre monsieur qui arrive et qui lui s'appelle David Sachs. C'est l'ancien directeur de l'exploitation de PayPal et il a joué un rôle clé dans le développement de la plateforme. Ça ne nous dit pas qu'est-ce qu'il fait maintenant. Il a été nommé, je suis sûr que vous l'avez vu passer, sûrement, par Trump, le César de la crypto et de l'IA. C'est très... romancé. Ouais, c'est vraiment... Là, on le voit, il marche, il traverse la salle. Exactement. Je me demande s'il va arriver avec une couronne de laurier à chaque fois qu'il va prendre la parole. Les objectifs de Sachs, c'est aussi d'élaborer un cadre juridique clair pour l'industrie des crypto-monnaies. Ce qui va organiser ce David Sachs, c'est le Crypto Bowl 2025 en marge de... Super Bowl. Rien à voir. Si seulement, ouais, pourquoi pas. Le Crypto Bowl, c'est littéralement ce que ça veut dire, un bal de la crypto pour fêter la nomination de Donald Trump en 2025. Et donc ça va rassembler... Et ça se passe où, ça ? Plein d'acteurs de la crypto. Sur Discord. C'est prévu dans 2 jours à Washington, D.C. Et donc c'est vraiment dans le contexte des cérémonies d'investiture. Alors tu en parlais tout à l'heure, mais tu disais que Asher avait dit... J'ai retrouvé le truc. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit... Alors, quels étaient les prix ? On va pouvoir faire une petite comparaison. Pour faire une photo avec Trump, donc c'est Bitcoin Conference à Nashville le 27 juillet 2024. Alors, pour faire une photo tout seul avec Trump, combien il demande, vous pensez ? 5 000 ? Plus. 20 000. Plus.
C'est la folie. 50 Plus. Ouais, 150. Non, moins. Ok. T'y étais presque. 60 alors. 60 000. En couple, donc si vous êtes 2, c'est moins cher évidemment proportionnellement, mais combien ça coûte C'est 40 000 par tête. 91. Plus que 91. Donc 100 quoi. 100 000. Et alors pour louer une table, pour louer la table à côté de lui. 1 million. Être à sa table. 500. Plus que 500, pas 1 million, moins. 750. Plus. Putain, plus 900. Un peu moins. C'est le juste prix ici. Ouais, c'est ça. On est à 844 600 $. Moi, je suis en train de me demander les photos qui ont coûté. Combien t'as dit? Du coup, 60 000 si t'es tout seul. Les photos, ouais, j'aimerais bien les voir. Ouais, c'est ça, en fait. Est-ce qu'on t'assure que Donald Trump sera photogénique dessus? Je sais pas, et surtout, Ouais. est-ce que c'est le vrai, quoi? Genre, Est-ce que c'est une vraie photo, quoi? Enfin bref, donc voilà. Sinon, il y a un vrai business model à monter là-dessus. Donc, le Crypto Ball, le prix de l'événement principal, combien? 2500 $ juste pour aller au bal. Il y a eu tellement de demandes que finalement ils l'ont mis à 5000. Le ticket VIP cependant, 100 000 $, avec des options exclusives atteignant 1 million de $. C'est similaire aux packages qui sont haut de gamme proposés par le comité d'investiture. Donc si tu veux participer à l'inauguration et avoir une place VIP, sûrement c'est pourquoi les entreprises ont mis autant d'argent, eh bien tu peux payer jusqu'à 1 million. Les sponsors de cet événement, on a MicroStrategy, MetaMask, Galaxy Digital, donc que des gros players de l'industrie qui sont là pour renforcer leur présence, dire voilà, on est là, on est aux côtés du président. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer après ce 20 janvier. Il y a eu un autre événement, vous avez vu ce qui s'est passé avec Backpack et FTX? Ouais. Voilà, il y a eu un petit drama, c'était un peu marrant, enfin un petit drama, c'était un petit peu comme le clash entre Pierre Chabrier et Sylvain Livre. Bon, vous avez peut-être pas la ref, mais le YouTube Game s'est retourné. Voilà, il s'est passé des trucs très drôles sur YouTube et très entertainants surtout, et donc c'était aussi un peu quelqu'un qui dit quelque chose et puis quelqu'un qui répond à autre chose. Et donc il s'est passé exactement la même chose avec Backpack et FTX. Alan, toi tu sais ce qui s'est passé? Non. Donc en gros Backpack c'est un wallet décentralisé qui est devenu super fat sur Solana. Le gars c'était un vrai builder, en gros c'est lui qui a créé la librairie JavaScript qui permet à tous les sites internet d'interagir avec la blockchain Solana, pour faire simple, qui est vraiment utilisée par tous les développeurs qui font des sites web sur Solana aujourd'hui. Et donc ce type a inventé cette librairie, il a fini sa librairie, il s'est dit ok, je vais lancer mon wallet maintenant, ma collection de NFT. Et puis en fait l'objectif derrière tout ça c'est d'ouvrir un exchange énorme mais dans l'esprit décentralisé un maximum. Je pense que c'est déjà actif aux États-Unis, mais comme voilà, ils voulaient vraiment être carrés, ils ont coupé l'accès à tout le monde en Europe et c'était pas compliant, enfin c'était pas ils pouvaient pas, ils n'avaient pas le droit d'opérer. Et donc là ils ont annoncé il y a quelques jours avoir racheté la société FTX Europe, donc qui avait fait faillite, pour récupérer leur licence, rembourser les consommateurs et pouvoir opérer en Europe. Juste après, le lendemain, je pense, FTX a dit ah ben non, on n'est pas au courant de ça, c'est n'importe quoi. Et puis, enfin voilà, il se trouve que apparemment ça a été acheté, c'est accepté par l'autorité de régulation financière chypriote, mais ça n'a pas été validé aux États-Unis et donc voilà, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Eh bien, Julien, Edouard, nous on les adore chez Backpack. Vous les adorez chez Backpack? Ouais, très sympa. Ouais, parce que tu parles de Solana, mais il y a Eclipse qui arrive. Nous, on a regardé d'un peu plus près Eclipse pour la simple et bonne raison qu'on a un dev Eclipse qui est ici et qui parle extrêmement bien du projet, mais évidemment qui ne chill pas le projet. Mais voilà, j'aime bien parler avec les développeurs parce que c'est vraiment là que ça se passe. C'est là que tu auras les meilleurs insights. Ouais. On ne le voit pas souvent parce qu'il est beaucoup en déplacement aussi avec eux. Et puis voilà, j'ai envie de suivre. Moi, ça me rappelle vraiment Solana au début où c'était vraiment degen, tu rigolais, il y avait plein de trucs à essayer, c'était le Far West, c'était petit en fait Solana au début. Et ça me rappelle vraiment cette époque-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui sur Eclipse, je m'amuse. Alors ok, moi je fais pas que taper sur le cul de la vache toute la journée en faisant des clics. Mais il y a plein d'autres trucs à faire au début et je tente. Donc, aujourd'hui, on est chez vous, dans vos bureaux partagés, Edouard, Julien. On vous accueille, mais c'est vous qui nous accueillez en même temps. Et comme on l'a dit au début, c'est un grand plaisir. J'ai plus une direction que vraiment des questions spécifiques. Comme ça, je vous laisse vraiment parler du projet comme vous avez envie d'en parler, de nous dire où vous en êtes, etc. Donc moi, bon, là, je pense qu'on l'a dit un peu à travers la discussion,
Je vous ai découvert, c'était en 2021, je pense, par un pote qui m'a dit viens, il y a une communauté de gens qui aiment bien la crypto, qui se rassemblent à Bruxelles, qui font des apéros. Et comme vous avez expliqué, moi, je suis intéressé par la crypto depuis 2017 et j'ai toujours tout fait tout seul. Par l'apéro aussi? Ouais, le plus important. l'apéro c'était avant 2017. L'apéro à l'eau. Ouais, ça. Mais maintenant c'est l'apéro à l'eau, oui. Maintenant, je suis vraiment à l'eau, mais donc l'apéro m'intéressait, la crypto m'intéressait. Et de mémoire, nos quiz aussi t'intéressaient. Alors, j'adore les quiz et on va finir l'épisode par un caout. D'ailleurs. Il avait toujours des bonnes notes. Donc parlez-nous de votre projet. Avant de parler du projet, moi je voudrais juste revenir sur comment est né ce projet. Vous voyez le bâtiment dans lequel vous êtes ici, donc on est dans un des Silver Square, un des nombreux Silver Square. Moi je travaillais pour une marque de compléments alimentaires. J'étais au 2e étage et Edouard lui avait son bureau au 1er étage. On se croise dans les couloirs et ça s'arrête là. Et ça, je te parle de ça, c'était il y a 4 ans. Et un vendredi, je pense que je descends, je parle avec Edouard. Et Edouard, dans son bureau de 2 personnes, avait déjà le frigo que vous voyez là-bas. Le frigo, il est collector depuis le début. En fait, c'est le frigo qui a lié un peu déjà nous deux, puis après tout le monde. Donc ce frigo, c'est un peu la mascotte en fait. Et on se dit, je sais plus comment ça s'est passé, t'as des cryptos toi? Ah, il me dit oui. Ah, je crois que c'est moi. T'as des cryptos? Ouais, j'ai des cryptos. Ah, t'as quoi comme crypto? Et blablabla. C'est venu dans la discussion autour d'une bière, tout simplement, entre potes. On se boit un coup. Tiens, t'as quoi? Ok, t'es rentré il y a longtemps, un petit peu, quelques années. Je suis à mon 3e, 4e bière. Enfin voilà, bref. Et on discute. La semaine d'après, on se refait la même chose. Et puis on se dit, on est dans un coworking. Il doit y en avoir d'autres, des fous comme nous, quoi. Allons voir dans les couloirs. Et là, on est allé dans les couloirs, on a commencé à mettre des affiches dans nos couloirs, et c'est comme ça qu'on a eu, le vendredi d'après, 6 ou 7 autres personnes à boire des coups de nouveau dans son bureau. Et là, à échanger un petit peu plus autour de la crypto. Et là, ça devenait sympa parce que tous ces gens-là, la semaine d'après, 2 semaines après, on s'est retrouvés, on était un petit peu plus, et on s'est dit, mais Silver Square, il y en a plein, et si on mettait des affiches dans tous les Silver Square pour voir si on arrive à ramener un petit peu de monde. Plus de gens. Et on a mis des affiches partout, et c'est comme ça qu'on a fait notre premier apéro. On était 30 dans le Silver Square Louise, celui où on a bossé pendant de nombreuses années. Et donc en 2021, ça. Juste après le Covid. Non, avant, c'était pendant. Entre les 2 Covid. Ouais, c'était. Okay, ouais. Ouais, il y en a eu plein. Moi, je les compte même plus. Les Après le premier, les gens avaient besoin de se reconnecter. Ouais, vraiment. Avaient besoin de discuter et vraiment d'échanger, mais IRL, pas derrière des ordis. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait une demande de pouvoir se reconnecter, de pouvoir avoir aussi des événements, sortir de chez eux, tout simplement. Et c'est là où notre proposition arrivait au bon moment. Proposition qui n'était au début pas une proposition, c'était juste des gens qui s'agrégeaient autour d'un frigo et d'une masse. Mais c'est vrai qu'avec l'engouement et nos passions communes avec Julien et sur découvrir de nouvelles choses et sur la partie événementielle, on s'est dit, voilà, on a un lieu, on a des gens avec qui on s'entend bien chez Silver Square qui nous aident à porter ce projet. Allons-y et testons. Et on a bien testé. Premier, on était 30. Je pense que c'était vraiment sympa et c'est là que le noyau s'est formé. Donc les copains du premier apéro, dont Jonas, dont Thierry, Abdoul, etc., j'en passe, qui sont vraiment les copains du début, qui sont toujours là aujourd'hui. Ouais, c'est l'équipe qu'on voit souvent avec, tout le temps. Avec les t-shirts quand vous... Quasiment, ouais. L'accord team. Quand vous faites une... Max, etc. Voilà. Et du coup, on s'est dit, déjà, une des premières idées, c'était essayer de trouver des gens qui travaillent dans le Web3 qui pourraient venir présenter quelque chose. Et à cette époque-là, il y avait SETI, une application de parking qui accepte de paiement de parking dans les rues qui acceptait le paiement crypto. On s'est dit, trop cool. Edouard avait spoté un article et a dit, on va voir s'ils veulent pas venir nous présenter leur projet. Et dans le bureau, il y avait Laurent, l'Oracle, qui développait, il avait son propre bot de trading, gros niveau, tu l'as déjà vu, très discret mais très fort, qui lui a présenté son projet AlphaTix à l'époque. C'était un bot de trading qu'il avait tout fait lui à la main, quoi. Et ça a commencé comme ça. Et on s'est dit, allez, on va essayer de renouveler, de refaire ça. Et on s'est retrouvé un mois après, plus à 30, mais à 60. Puis encore un mois après, à 80. Et puis encore après, Covid. Fermeture des portes, on ne peut plus rien faire. Top.
Et là, c'était un moment en fait pour nous de structurer sur base de ce qu'on avait produit et de faire grossir. Donc, changement de lieu. On est passé d'une salle qui faisait 60-80 personnes à une salle qui faisait 150-180 personnes. Et puis finalement, on a accéléré un petit peu la cadence en essayant de trouver des speakers toujours présents dans l'écosystème, qui ont une certaine valeur et qui représentent aussi différents projets dans l'écosystème. Pas simplement que du token ou que de la DeFi ou que du NFT. On essayait de varier un petit peu les thématiques. Notre ambition était de ramener des gens de l'écosystème et surtout de pouvoir agréger ces gens les uns avec les autres. C'était ça un petit peu notre volonté avec Julien de construire une communauté de gens qui puissent s'entraider, qui puissent travailler ensemble, collaborer. C'était un petit peu l'ambition. Bon, ça s'est fait tout à fait naturellement. Là, je vous ai entendu parler tous les deux. Tous les deux, vous êtes venus de nombreuses fois, vous avez rencontré du monde. Et ça, c'était positif pour tout le monde, quoi. Donc, nos événements, ils sont toujours, parce que le retour est pour bientôt, mais un peu scénarisés. Donc, on avait notre entrée qui était l'icebreaker, qui était le quiz. Donc, on aimait bien commencer par ça détendait l'ambiance et les gens s'amusaient. Je confirme. Les quiz qui a été animé par Jonas et par Max, et au Luxembourg par Mathieu, suivi de l'actu. Donc on a toujours eu 10 minutes d'actu, 10-15 minutes. Donc ça c'est MOTD, c'est Nico, Mint of the Day qui s'en est chargé. Et au Luxembourg, c'est Artem de OAK qui gérait les news. Et après, généralement, on voulait toujours trouver des speakers qui étaient intéressants, enfin qui avaient de la valeur pour tout le monde. Et en fait, pour être tout à fait honnête, les gens qu'on invitait, on le faisait surtout aussi pour nous. Parce que j'avais envie de savoir qui c'était, qu'est-ce qu'il avait raconté, quelle était son histoire. Asher, par exemple, au Luxembourg. Il s'est posé, il a dit bon, en fait, j'avais préparé un truc, mais on va parler tout à fait autre chose. Masterclass. Ouais. Donc ça, c'est les apéros, Belgique, Luxembourg. Et derrière, on a, grâce à notre petite notoriété, réussi à travailler pour différentes blockchains sur la partie Meetup. Et ça nous a permis en fait d'attirer un peu plus les développeurs dans l'écosystème, de voir qu'il y avait finalement des très bons développeurs en Belgique et pas simplement qu'en France ou ailleurs. Et notre ambition, c'était de pouvoir aussi segmenter un petit peu nos différentes cibles, d'avoir les apéros qui étaient finalement très grand public, les meet-up un peu plus techniques, technologiques, et finir aussi sur de l'événementiel un petit peu privé pour certaines entreprises du Web3, des blockchains qui utilisaient nos services pour organiser leurs propres événements sur le territoire belge. Puis voilà, nous on trouvait ça plutôt intéressant d'avoir des grands noms du Web3 qui venaient parler. Moi je me disais, mais c'est chouette, ils sont en Belgique, autant en profiter pour aller les voir et pour écouter ce qu'ils ont à dire. Voilà, on a eu pendant un moment beaucoup d'NFT parce que c'était un peu la folie des NFT. C'était au moment de la hype. Moi je me souviens de Casino Partouche. Le Joker, mais je crois que le projet existe encore. On a eu Sorar, on a eu PMU avec. Oui, PMU je me souviens avec Stable. Lui, son talk, il était fabuleux. C'est toujours important aussi d'avoir la vision, tu vois, du gars qui build le projet, ses problématiques, parce que sur Twitter, tout est beau, tout est rose, mais on se rend compte en discutant justement soit avec les gens en direct lors de nos apéros, soit aussi pendant les talks, que derrière, il y a des vraies problématiques, et des vraies problématiques business, des vraies problématiques organisationnelles, logistiques, etc., et que c'est pas si simple que ça. Et là, c'était un talk qui permettait de voir un petit peu l'envers du décor. Toujours intéressant d'avoir les deux phases. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que effectivement sur les réseaux, on te vend toujours un truc magnifique, une technologie révolutionnaire, un truc qui va tout seul. Et puis effectivement, quand tu parles vraiment avec les gens, tu te rends compte de qu'est-ce qu'ils essayent vraiment de résoudre comme problématique, qu'est-ce qu'ils veulent amener comme valeur ajoutée, etc. Et donc moi aussi, j'ai toujours apprécié tous les talks que j'ai entendus chez vous. Moi, celui qui m'a marqué, et bon voilà, pas parce qu'il a dit, mais c'est quand l'ambassadeur du Salvador est venu, et justement là, j'ai eu un peu, tu vois, lui était vraiment, oui, c'est super ce qui se passe chez nous. Puis après, quand tu te renseignes un peu, les gens n'ont pas tellement l'air d'utiliser la crypto-monnaie au Salvador, etc. Et puis là, maintenant, je vois encore... Tether. Ouais, voilà, tu vois Tether qui va déplacer une partie de ses activités là-bas. Tu vois qu'en fait, le Salvador, ils essayent vraiment de capitaliser là-dessus et qu'ils ont réussi
juste du fait de leur investissement, que ce soit utilisé ou pas par la population, ça finalement peu importe, mais à vraiment devenir une nation crypto. Ils ont donné l'exemple à leur échelle. Hein. Mais c'est vrai que le talk d'Hugo était pépite, quoi. Et après, on a eu un talk avec la personne qui a implémenté le wallet. Et donc ça, c'était aussi un talk un peu plus technique. Mais c'était bien d'avoir la vision entre quelqu'un qui fait la promotion pour le pays et quelqu'un qui a vraiment travaillé sur la solution. Parce que c'est des visions aussi un petit peu différentes. Comment ils l'ont implanté. Et c'était inspirant parce que finalement, lui, il l'a fait une fois. Maintenant, son objectif, c'est de le répliquer. Donc là, il fait des tournées en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. En Europe. Il y a des vrais sujets au niveau des pays. Trop bien. Donc CryptoSquare, voilà, la partie événementielle, on en a bien parlé, avec plusieurs typologies d'événements. On a animé aussi EthCC avec une douzaine de side events cet été, que ce soit pour des clients, que ce soit pour nous aussi. Et un tournoi de paddle aussi pour avoir l'écosystème qui se rencontre dans un endroit un petit peu différent que lors des side conférences, side events. Ça vraiment, excuse-moi, je te coupe, mais je rebondis là-dessus. Ça vraiment, je trouve que c'est vraiment trop bien justement de rassembler les gens de la crypto, mais autour d'autres choses que de la crypto. Mais parce qu'ils font toujours de nouveau, on revient sur les réseaux, mais un concours de quéquettes. C'est moi qui ai la blockchain la plus rapide, qui a le plus de blocs, qui a blatati patata, mais allez, viens, on va sur le terrain. Ouais, c'est ça, vas-y, montre. Et sur le terrain, tout le monde est équivalent. Ouais, t'avais un country manager d'une blockchain, et à côté, t'avais un dev, t'avais un étudiant qui était en stage dans un projet Web3. Sur le terrain, finalement, tout le monde a le même maillot, la même passion. Ouais, et du coup, ça permet de resserrer encore plus. Bien sûr, et en dehors du terrain, quand tu te mets à côté et que tu les écoutes parler, mais tu te dis, mais waouh, c'est là que ça se passe, quoi. C'est en dehors du terrain, et là, il y a encore plus de valeur et d'alpha qui circulent. Donc la partie événementielle, on fait deux autres choses. La première, c'est qu'on a constitué un hub pour continuer à rassembler les gens et qu'ils puissent continuer à construire ensemble. Donc aujourd'hui, c'est une vingtaine de personnes qui sont là sur le plateau. On essaye d'animer un petit peu ce hub avec des lunch and learn. Ce que je veux juste préciser pour les auditeurs, c'est que le hub, le bureau, il est dans le même espace où on fait nos événements. Donc nous, on est au 4e étage, mais nos événements, ils sont au rez-de-chaussée. Que ce soit les apéros du Web3 et les meet-up aussi, c'est dans cet endroit-là qu'on organise nos meet-up. Les meet-up, je continue avec du name dropping, mais voilà. Donc on organise les meet-up pour Tezos, pour Optimism, pour ZK-Sync, Starknet. Donc voilà, donc ça c'est la partie hub, événement hub. Et la troisième chose que l'on fait, c'est qu'on aide les marques et les blockchains à continuer à se développer. Elles ont besoin d'attirer de nouveaux utilisateurs, de nouveaux développeurs dans leurs écosystèmes. Et donc on fait de la production de contenu, principalement du podcast vidéo, pour continuer à développer leur notoriété, principalement sur la cible aujourd'hui francophone. Mais l'idée c'est de développer un petit peu cette cible pour attirer chacun, parce que dans notre écosystème, mine de rien, francophone, on a des beaux noms, des belles personnes, des belles histoires. C'est ça qu'on a envie de raconter. Depuis que vous avez commencé, vous êtes soutenu par Silver Square. C'est une chance pour vous. Et donc, vous offrez aux autres builders du Web3, vous leur offrez un espace pour travailler et pour networker. Vous avez d'autres plans encore? Enfin, déjà, comment fonctionne la formule? C'est très simple. Les gens qui veulent bosser avec des gens autour d'eux, plutôt que chacun de leur côté, derrière leurs ordinateurs. On en parlait tout à l'heure. Ça fait plus de 7 ans que tu es dans la crypto et tu es tout seul dans ton coin. Donc là, l'idée, c'est que chacun puisse être tout seul dans son coin, mais avec d'autres gens autour de lui, pour partager sur les pauses du midi, sur les fins de journée, ou même quand il est bloqué sur une problématique, d'aller voir son copain en disant toi tu es expert en smart contract, est-ce qu'on peut discuter 5 minutes de la problématique que j'ai. Donc voilà, l'objectif c'est que chacun puisse s'entraider aussi au sein du hub, et que nous on puisse animer ce hub en amenant aussi toujours plus de plus-value. Les lunch and learn qui permettent de faire venir des experts le temps d'un lunch pour échanger sur une problématique en particulier. On a eu les ZK, on va avoir quelqu'un qui est spécialisé en fiscalité qui va venir nous donner son regard un petit peu sur la fiscalité belge et ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire avec les airdrops par exemple. C'est aussi pour nous l'occasion de faire un peu de sport. Donc on a lancé le paddle, et donc là on a 8 personnes sur une vingtaine
qui se sont bookés un terrain tous les vendredis midi pour jouer. Donc voilà, l'idée c'est de recréer une vraie communauté au sein d'une communauté un petit peu plus large qui est Silver Squad. Et une ambiance un peu start-up comme ça aussi, du coup. Vachement, et puis beaucoup d'entraide, comme disait Edouard. Moi, je les vois, les gars, là, parce que voilà, ça fait pas longtemps que je suis là tous les jours, mais je les vois et franchement, dès qu'il y en a un qui a une question, ça discute, ça partage, ça échange. En ce moment, j'entends beaucoup parler de Cursor. C'est Cursor dans tous les sens. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une AI pour les développeurs qui permet d'aller beaucoup plus vite dans l'écriture de code, de réutiliser des choses existantes. Voilà. Ils sont déjà tous très forts, mais alors là, je les vois tous jouer avec ce truc-là en ce moment, donc je me dis que ça doit être puissant. Et du coup, vous avez dit que il y a une vingtaine de profils qui vous ont rejoint. Ça fait combien de temps que vous avez mis cet espace à disposition ? Un tout petit peu plus d'un an. Ouais, novembre 2023. Donc un tout petit peu plus d'un an. En plein bière. Là, l'objectif, c'est de continuer à rassembler les builders de l'écosystème. Donc c'est principalement du bouche-à-oreille, principalement des gens qui ont entendu qu'il y avait peut-être des builders un peu solides avenue Louise qui viennent tester une journée et qui repartent finalement avec leur abonnement parce qu'ils ont envie de faire partie de l'aventure. Ouais, vous seriez surpris des profils qu'il y a en Belgique. Ouais, j'en doute pas, mais ce que je trouve super intéressant du coup, c'est que vous avez mis cet espace à disposition en beer market. Déjà, ça prouve votre implication, je trouve, parce que les gens sont souvent très très présents, très très actifs pendant le bull market, et puis 80-85% des gens quittent pendant les beer market et vont s'intéresser à autre chose. Est-ce que vous du coup, vous avez vu une grosse différence dans les demandes d'abonnement ou de vous rejoindre? Pas spécialement sur les abonnements, mais principalement sur la partie événementielle. Quand on faisait des apéros, on était 180-200. Typiquement, tu as participé à celui avec l'ambassadeur du Salvador. Là, on était quasiment 200. Beer market, on est plutôt aux alentours de 80. Sur les meet-up, un petit peu pareil. Si le sujet est trendy, on va être à 60-70. Si le sujet est un peu plus compliqué, on va être à 10. Maintenant, nous, ça ne nous pose pas de problème parce que quand Starknet fait un meet-up et qu'il y a 10 personnes, c'est finalement les 10 plus solides de l'écosystème. Et les gens de chez Starknet repartent en nous disant, les gars, waouh, c'était top. On a eu 10 personnes hyper solides. Vraiment intéressés, etc. Il s'avère que pour donner des chiffres, sur 6 événements qu'ils ont fait avec nous, ils ont onboardé 4 personnes, 4 gros devs dans l'écosystème. Et puis pour revenir sur ta question du hub, les gens qui sont venus se présenter, c'est plutôt des builders, pas des... il n'y avait plus pendant tout ce beer tous les j'allais dire tous les YOLO, mais voilà, tous ceux je chill des projets qui veulent rien dire, ou même j'ai aucune conviction, ou j'ai juste acheté du Bitcoin et je viens à des événements pour écouter ce qui se dit et ce que je dois acheter demain. Tous ces gens-là, ils ont disparu. Enfin non, ils ont sûrement pas disparu, mais en tout cas nous, ils sont pas venus nous voir. Et moi, ça me dérange pas du tout. Je préfère avoir les gens qu'on a là aujourd'hui dans cet espace pour vraiment construire de la valeur toujours un petit peu plus. Et dans vos événements, on va juste parler des événements, c'est quoi le profil type de personnes que vous souhaitez voir? Parce que c'est intéressant, comme tu dis, voilà, il y a les gens qui viennent pour avoir des conseils, alors que c'est pas vraiment le but. C'est plus pour aller voir le côté un peu spécifique des personnes qui travaillent dans ce milieu-là, la tech, etc. Blockchain, tout ça. Mais voilà, si vous devez être un peu utopiste et vous dire, voilà, le profil type d'une personne qui fitterait parfaitement dans le public des personnes présentes pour les événements que vous faites. Déjà, premièrement, CryptoSquare est complètement agnostique. Donc, on ne regarde pas qui tu es, ce que tu as, à quoi tu ressembles, comment tu t'habilles, ta couleur, etc. Nous, ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est qu'est-ce que tu vas nous raconter et qu'est-ce que tu veux savoir et comment on va pouvoir partager. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux apprendre? Ça, c'est de manière générale. Après, à côté de ça, je pense que vous l'avez vu, on essaie d'avoir quand même un bon niveau. On cherche pas à avoir... on n'est pas là pour onboarder les noobs qui ont envie de s'ouvrir un wallet sur Binance ou sur n'importe quel exchange. Voilà, ça, c'est pas notre cam. Nous, on va aller un petit peu plus haut, aller chercher plus high level, sans aller chercher trop loin non plus, parce que voilà, je pense que même les gens qui commencent à s'y intéresser, ils doivent pouvoir comprendre. Mais
Tu viens à des apéros comme on a fait, tu connais rien, tu te mets à côté, t'écoutes, tu repars de là, t'as la tête qui va exploser, tu dis j'ai rien compris à tout ce qu'ils ont dit, tous ces gens-là, quoi. On distribue pas de lexique à l'entrée. C'est ça, et en fait c'est super intéressant ce que vous dites parce que, bon, évidemment, moi j'ai déjà aussi participé aux événements CryptoSquare. Toujours aussi via, en fait c'est ça, à Bruxelles, une fois qu'on s'intéresse à l'environnement, ou en tout cas à l'écosystème, on est vite en contact avec plein de gens et c'est souvent les mêmes personnes vu que voilà, on n'est pas non plus énorme. Mais c'est vraiment ça, c'est que moi par exemple, je me souviens la première fois où j'étais venu à un événement CryptoSquare, je m'y connaissais évidemment moins parce qu'en fait au fur et à mesure on ne fait que se renseigner quand on est à fond dedans, etc. Donc au fur et à mesure que le temps passe, on est de plus en plus connaisseur. Moi je m'y connaissais beaucoup moins que maintenant, et c'est vrai que parfois on en est un peu dépassé parce que c'est pro en fait, hein. C'est pas genre comme tu dis de la vulgarisation pure pour savoir comment tu ouvres un MetaMask. C'est vraiment, on rentre dans le vif du sujet. Si tu as un tout petit peu de connaissances, tu vas comprendre, on va dire 15% au départ, là je parle de mon expérience, puis tu reviens une deuxième fois, là ça va être 20%, puis ça va être 25%, et à la fin tu comprends tout, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Donc si maintenant les gens qui nous écoutent veulent venir chez vous dans un événement CryptoSquare ou n'importe, si tu connais pas grand chose, donc c'est un peu le public du podcast aussi, c'est pas bien grave, quoi. Je veux dire, c'est tout à fait normal de se retrouver à un événement comme ça avec des gens qui s'y connaissent à fond, chacun dans leur domaine. Par contre, tu vas faire plein de rencontres, plein de connaissances, ça c'est vraiment cool. Il faut pas avoir peur de ne pas s'y connaître, mais si tu es assidu et que tu viens de plus en plus aux événements, ou en tout cas à chaque événement, tu verras que tu comprendras mieux le sujet et tu maîtriseras beaucoup plus tout ça, quoi. Encore une fois, on cherche à attirer des gens qui sont prêts à apprendre et qui sont prêts à s'investir. C'est ça. Celui qui est juste là pour savoir sur quel coin il doit se positionner, c'est pas ça le type de profil qu'on cherche. Mais typiquement, on est prêt à avoir des gens qui arrivent quasiment à zéro, qui repartent avec 15%, 20%. Et en fait, nous, l'objectif, c'est de donner les clés aussi à ces gens-là pour se dire qu'est-ce que je dois apprendre, sur quoi je dois lire de la presse, sur quel site, etc. et sur quelle thématique. Quand on arrive et qu'on parle de DeFi, la DeFi, il faut l'appréhender. Et même des gens qui sont dans l'écosystème peuvent avoir certaines difficultés sur certains points. L'idée de parler pendant une demi-heure sur un projet DeFi, on en a reçu quelques-uns dans nos apéros, c'est de dire, voilà, le sujet, il est sur le yield. Comment on fait le yield ? Le sujet, il est sur est-ce que je dois mettre du stable ou pas, etc., etc. Et donc, ça, c'est juste donner des éléments de réflexion aux personnes qui sont en face de nous pour se dire, ok, j'ai un projet DeFi, qu'est-ce que je dois analyser par moi-même, qu'est-ce que je dois comprendre avant de savoir si je dois me positionner ou pas dessus. Surtout qu'après, ça permet d'avoir un échange vraiment authentique autour des projets et pas seulement un truc de réseau où forcément les gens vont avoir des billets énormes parce que c'est un projet auquel ils sont intéressés. Là, comme on a tout type de profil et a priori des gens qui s'y connaissent, mais c'est une communauté en fait. Bienveillante. Parce que c'est quelque chose auquel on veille depuis le début, c'est la bienveillance. Je veux pas qu'il y ait des gens qui se sentent supérieurs aux autres, qui sont des donneurs de leçons. Et par contre, on est très ouvert au dialogue, à l'échange, au partage, aux critiques, à tout ce que vous voulez. Ça, il n'y a pas de souci. On est prêt à les entendre et on est prêt justement à s'améliorer, à échanger. Mais les donneurs de leçons, ça c'est plus possible. Et la bienveillance, c'est vraiment important parce que je pense que tout le monde doit s'entraider. On est déjà pas beaucoup, alors si en plus on se tire dans les pattes, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a des initiatives comme, j'ai plus le nom en tête, qui sont en train de se faire en ce moment, qui regroupent un peu tout le monde. Bloc 25. Et je trouve que c'est une bonne idée, c'est bien. Parce qu'en Belgique, on n'est déjà pas beaucoup, mais alors si c'est en plus pour se taper dessus, non. Et vous avoir aujourd'hui, ça nous fait plaisir parce que voilà, si on peut aussi vous soutenir comme vous nous soutenez là maintenant, on le fait avec plaisir. C'est important de lever la Belgique quelque part au rang francophone. Et on a tous la même ambition, c'est faire grandir l'écosystème, onboarder des gens. Et donc, chaque initiative est intéressante. Et en plus, on se rejoint dans l'idée d'éduquer un maximum et de donner des clés. Donc ça nous fait une très belle conclusion sur votre interview. Je sais que vous faisiez aussi, est-ce que vous faites toujours, vous étiez parti au Breakpoint par exemple, vous aviez fait NFC Lisbonne. Ouais, NFT Paris, NFC Lisbonne. Ouais, ça c'est fun ça. Ça c'est fun, ouais. Mais voilà, c'est un peu dans le même esprit que le paddle. On a vu le beer market l'année dernière, on était un peu moins nombreux que les années précédentes. Mais vous y aviez quand même été. Mais il y a 2 ans, effectivement, NFC Lisbonne, on a embarqué je crois une vingtaine ou 25 personnes.
Paris, pareil. Donc sympa de retrouver un peu l'écosystème belge sur place. On avait fait un side event où on était plus d'une centaine, avec principalement la twittosphère française. C'était drôle ça. C'était sympa. Plein d'anecdotes. Je vais juste préciser aussi que, évidemment, l'adresse de CryptoSquare, etc. Vous avez un site où, enfin, vous êtes actif sur Twitter, X de base, ou comment c'est Cryptosquare.be. Ok. Tape CryptoSquare ou Web3 ou Blockchain Belgique, on ressort bien. Mais CryptoSquare.be, et puis là, tu auras accès à notre compte Twitter. Ok. Et surtout t'inscrire à la newsletter parce qu'il y en a une par mois qui part régulièrement avec pas mal d'infos dedans sur nos événements ou sur l'actualité de certains dans l'écosystème aussi, dans la commu. Et voilà. C'est ça. Moi, je suis aussi inscrit à la newsletter. J'avais fait depuis le début. Effectivement, on reçoit pas mal. C'est 1 mail par mois, je crois, au max. Hein, Oui, max. Et encore, parfois, voilà, quand vous êtes actif, en fait, vous prévenez les gens. Mais voilà, Naïm mettra le site internet en description. Et franchement, pour les personnes qui écoutent et qui sont pas loin de Bruxelles ou quoi, n'hésitez vraiment pas à juste faire un tour. C'est exactement ce que moi j'ai fait. Tu bois un verre, tu rencontres des gens, tu verras que les gens sont hyper bienveillants et c'est vraiment, je le dis sincèrement. Et puis ça fait aussi du bien, même si tu es nouveau, de rencontrer des gens qui sont juste intéressés au même sujet que toi. Et ces gens-là ont beaucoup de choses à t'apprendre aussi, quoi. Moi, par exemple, pour le podcast, j'ai eu au moins 1, voire 2 invités juste en discutant autour d'une bière chez CryptoSquare après l'event, quoi. Donc moi ça m'a apporté des connaissances. Naïm aussi fréquentait, on s'est rencontrés dans un autre contexte, mais au final on avait tous un point commun, c'était CryptoSquare à Bruxelles en tout cas. Donc voilà, si jamais vous êtes tenté ou curieux, n'hésitez surtout pas. Naïm mettra le site en description de l'épisode, évidemment. Je vous propose de finir cet épisode par un petit caout. Allez, chaud. Est-ce que c'est parti. Tout le monde a son téléphone à disposition? Ouais, vas-y. J'appelle ce jeu le jackpot. Parce que c'est comme au casino. Vous allez devoir deviner des chiffres, des capitalisations, des nombres de crypto, des ATH. Tout est basé sur CoinMarketCap, Dune ou d'autres sites de statistiques. Donc, je ne garantis pas que toutes les informations sont actuelles. Si, elles sont actuelles. A priori, je les ai regardées hier soir. Ah, voilà. Pas mal. On peut peut-être retrouver d'autres chiffres ailleurs. C'est tout ce que je veux dire. Oui, t'inquiète pas. On est entre nous. Voilà. Alors, ce ne sont que des réponses libres. Quel est le prix exact de l'ATH du Bitcoin en 2021 ? Joli. Du coup, ce sera celui qui était le plus proche ? Pas moi. Pas moi non plus du tout. Juste, t'as pas mis t'as mis des chiffres ronds, mais genre là, donc la réponse c'est 69 200 $. Mais mec, t'aurais pu mettre 69 000, non ? Non, faut être précis. Précis. Je me suis basé sur des chiffres. Et j'ai fait un zoom sur tout 2021 et j'ai pris le point le plus haut sur CoinMarketCap. Très donc, l'ATH du Bitcoin en 2021, c'était 69 200 $ et vous étiez tous très loin. Ah ouais, très loin. On a 57 000. Le jeu. Ouais, bah voilà, c'est Edouard en première place. 43 000, c'est toi. Ah la jeune. Alan, 16 000. Ça va, c'est Namo, quoi. En fait, déjà, j'ai réfléchi par rapport à Senamo. Bon, bref, l'épisode précédent, il avait dit ça, que lui avait acheté à ce prix-là. Mais moi, je me faisais la réflexion que quand FTX a crash, on est descendu jusqu'à 15. Et je me souviens qu'il y avait un influenceur une fois qui avait dit c'est plus arrivé depuis au moins 2 ans ou un truc comme ça. Et bon, bref, je suis parti là-dedans, quoi. On t'en veut pas. Faut pas écouter les influenceurs. C'est ça. C'est la conclusion, effectivement. N'écoutez que vous-même. C'est Edouard qui est en tête. Deuxième question. Quel est le prix exact de l'ATH du BTC ? Oh putain, mais je suis à côté de la plaque complète. Ouais, tu étais presque. Je suis pas loin non plus. Je crois que je suis pas concentré. Ah ouais. Je suis complètement à côté de la plaque. Ah ouais. Mais je crois que c'est Alan. Non, c'est Edouard. C'est moi. Ah, 100, putain. Il est au-dessus, mais... Ouais, mais il est presque. Il est à 100 balles. Loin, il est à 100 balles près. Julien, on l'a perdu. Moi, je confonds avec les années, genre.
Et donc la TH, c'était 108 268 $. Là, j'ai pu avoir la stat. Troisième question. À quelle date a-t-il eu lieu cet ATH de 2024 ? Oh, 18 du 12. C'était 17, j'ai eu le 27. Et c'est toi qui as mis le 18. T'as 18, mais t'es un monstre, mec. Et ouais. Et les gars, faut lire la presse. Hein. Bah, lire c'est une chose, la retenir c'en est une autre, quoi. Moi j'ai pas de place pour ce genre d'infos. Bon, Edouard est grandement en tête. Hein. C'est un beau 3-0. Ça va, j'ai mis le 20. Quelle est la TH de la capitalisation des crypto-monnaies dans leur ensemble ? Plusieurs milliards. Ah, voir les réponses. Non, c'est personne. Ah, Bon, bah donc plusieurs milliards. Des trillions, c'est encore plus que plusieurs milliards. C'est des, Donc c'est Alan. Le colonel Moutarde, il est toujours en tête. Alors, question suivante. Combien existe-t-il de BTC aujourd'hui ? Bah, 19 millions. non, c'est donc c'est toi. Ouais, c'est toi qui es le plus proche. Pour une, Pas fois que je... mal, t'as mis un point. pour une fois que je sais quelque chose. 6e question. Combien existe-t-il de stablecoins aujourd'hui selon vous savez qui ? C'était 122. 122. Et oui, Oh. c'est insensé. Il y a un nombre. Et encore, en vrai, il y en a quasi 200, mais il y en a que 122 qui ont des chiffres recensés, donc j'ai choisi de mettre 122. Combien d'adresses uniques compte la Binance Smart Chain ? On verra après. Je suis désolé. Combien est-ce qu'il y a d'adresses sur la Binance Smart Chain ? Là, c'est du hasard. La chance. Oui, exactement. J'ai mis sur 20 millions. Ah, c'est plus de 500 millions. Je suis loin, mais je suis devant. L'autre question pourrait être qui l'utilise encore ? Bah, visiblement, beaucoup de gens. Parce qu'il faut savoir que c'est la chain qui a le plus d'adresses uniques. Donc, Edouard, toujours en tête, avec un classement qui se met pas à jour. La prochaine fois, je code quelque chose. Alors, même question, mais sur ETH. Donc, c'est plus ou moins 295 millions. Et il faut savoir qu'au rythme auquel ça va, c'est-à-dire il y a plus ou moins 100 000 adresses qui sont créées nouvellement tous les jours. Dans 3 mois, on passera les 300 millions d'adresses. Mais une adresse sur EP, sur Arb, n'importe quoi, tu la considères comme une adresse sur Eth ou pas ? Non, c'est les adresses qui ont utilisé vraiment la blockchain en question. Qui ont quand même fait une une transaction sur ETH, parce que maintenant tu peux effectivement ton adresse EVM va se transposer sur toutes les blockchains, mais pour être dans les stats, il faut avoir fait une transaction sur la blockchain en question. Ok. Donc les résultats 400, bah, vous partagez le point. Hein. Dommage. Parfait. Mais c'est quand même ça de prix ? C'est quand même ça de prix. Donc 2, 1 et 5. Question 9. Combien d'adresses actives sur Solana par semaine ? « 200 millions. Ouh, qui a mis 20 millions ? C'est moi. 20 millions. Super. Mec, c'est trop dur. Putain, ouais, en plus, je vous ai donné des mauvais indices. Ouais, Oui, merci, c'est hein. 555. Ouais, je suis désolé, les gars. Cette question ne compte pas. Bah, qui est le plus près ? Sorry. Ça fait pas tant que ça. Hein. Julien. 113 millions. Bah voilà, c'est un point cadeau pour Julien, mais je suis désolé, c'est de ma faute, je vous ai induit en erreur. C'est pas grave. Je ne dis plus rien. La question suivante. Quel est le pourcentage de transactions ratées sur Solana sur les derniers blocs en moyenne ? Près de 40%. Waouh. Ah ouais, c'était en pourcentage. Ah oui, c'était dans la question. Hein. Hein ? En plus de pas savoir répondre, je sais pas lire. Je n'aime pas lire la question. Tout est révélé aujourd'hui. Comme quoi, on peut aller loin même si on ne sait pas lire. Alors, ça va être la dernière question. Avec Edouard toujours en tête. Quel est le montant total verrouillé dans la DeFi à ce jour ? Ah mais non, mais il n'y a pas un bouton edit ? Parce que là, j'ai fait En pourcentage. j'ai fait une erreur.
C'est en pourcentage. Ah bon? Non, c'était 118 billions. Waouh. Donc 118 milliers de milliards. Allez, à vous, la défi, c'est le futur. Bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Quand tu vois des chiffres pareils, c'est une folie, quoi. C'est un truc de malade. Et quand tu te penses que mes voisins, mes parents ou Ouais. mes potes, ils savent même pas ce que c'est, Ouais. donc il y a encore un boulevard en vrai. Bah mec, ouais, on n'est pas prêt. C'est pour ça que je dis c'est l'avenir. Exactement. Et, Ah on Tadam. sait pas comment ça se fait, mais Kaout a compris, même s'il n'y a que 0 point, vu que c'était que des questions où il fallait donner la même réponse que moi. Trop fort, Kaout. Trop fort Kaout. C'est donc Edouard qui gagne. Bien joué, Edouard. Magnifique. Bravo. Suivi de Julien et Alan qui n'arrive pas à casser la On y arrivera un jour. malédiction. Moi, ça m'arrange. Je vais avoir besoin de vos adresses Solana. Ah, moi je la connais par cœur. 8X. ça- Vous me les enverrez par message pour que je puisse vous envoyer vos prix. Merci. Merci. Super. C'est vraiment sympa, ça fait plaisir. Un Mad Labs. Si seulement. Alors, ce fut un plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Plaisir partagé. Maintenant, on vous veut sous notre logo pour la photo traditionnelle. Magnifique. On va aller faire ça. Edouard, quelque chose à dire pour finir? Non, merci d'être venu jusqu'à nous. Vous avez pu voir un petit peu à quoi ressemblait le hub. Découvrir ce qu'on faisait de fond en comble. Donc, c'est trop cool. let's fucking build. Vous nous rejoignez quand? Alan, quelque chose à dire pour finir? Bah ouais, moi je suis super content donc de cet échange, il était vraiment cool. Et puis comme je le répétais, c'est un truc qui tient quand même à cœur et je trouve que en ce qui me concerne, la boucle est un peu bouclée parce que l'air de rien, CryptoSquare, comme j'ai dit, c'était mon premier contact IRL, on va dire, dans cet écosystème et ça m'a appris beaucoup. J'ai rencontré plein de gens, etc. Voir un peu l'envers du décor, je trouve ça vachement cool. Et puis bon, je vous connaissais pas vraiment parce qu'il y a quand même pas mal de monde et tout et je vous trouve vraiment cool donc je suis vraiment ouais vous avez de la chance les gars. Merci. Mais non mais du coup ouais je suis vraiment content et puis voilà et puis moi dans ma situation personnelle c'est vrai que ça me tente encore aussi de pouvoir on va un peu checker votre truc ici parce que ouais pourquoi pas comme dit Naïm venir prendre un petit abo ou quoi je sais pas on va un peu checker ça quoi mais ça me tente bien l'univers l'ambiance est cool C'est pas mal de venir sentir la température là autour. c'est ça C'est vrai. exact. Merci beaucoup les gars. Pas de souci, donc moi je vais clôturer. C'était Époque, le numéro 5. On est le 15 janvier 2025 et on vous souhaite à tous une bonne fin de peu importe le moment de la journée ou de la soirée qu'il est. Ciao ciao. Salut. À bientôt.